Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à la sociologie. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à la mobilité sociale. Qu'est-ce que la mobilité sociale? Il existe différentes formes de mobilité. Nous avons d'abord la mobilité géographique, qui correspond à un déplacement physique. Cette mobilité géographique peut être quotidienne, les déplacements effectués dans la journée. Ce qu'on appelle par exemple les migrations pendulaires, qui comprennent notamment les déplacements quotidiens entre le domicile et le lieu de travail. Ensuite, il y a la mobilité résidentielle, qui est interne à un pays. Par exemple, je réside à Paris et décide de déménager à Marseille. Enfin, toujours dans la mobilité géographique, nous avons les migrations qui se font, elles, entre pays. Je décide par exemple de m'installer en Espagne. La mobilité peut être aussi professionnelle. Cela implique de changer d'entreprise ou de type de travail sans entraîner un changement de statut social. Par exemple, je suis ouvrier qualifié dans une petite entreprise qui produit des imprimantes. Je trouve un nouveau poste d'ouvrier qualifié dans une entreprise qui produit des photocopieuses. Quant à la mobilité sociale, elle désigne le changement de position sociale d'un individu. On parle de mobilité intragénérationnelle quand ce changement a lieu au cours de la vie de cet individu. Par exemple, je suis ouvrier qualifié et suis promu contremaître. On parle de mobilité intergénérationnelle quand on compare la situation de l'individu à celle de ses parents. Par exemple, mon père est employé de commerce et je suis professeur à l'université. La mobilité intergénérationnelle peut prendre plusieurs formes. La reproduction sociale signifie que la position sociale de l'individu et celle de ses parents sont identiques. La mobilité ascendante implique un changement vers le haut de la stratification sociale. Par exemple, un fils d'ouvrier qui devient cadre. Au contraire, la mobilité descendante serait l'exemple d'un fils de cadre qui devient ouvrier. Enfin, dernière forme de mobilité intergénérationnelle, la mobilité horizontale. Par exemple, un fils de petit commerçant qui devient artisan taxi. La profession est différente des parents, mais le statut est équivalent. Pour mesurer la mobilité sociale, on utilise des tableaux spécifiques qu'on appelle les tables de mobilité. Pour bien comprendre ces tables de mobilité, supposons une société à 3 catégories socio-professionnelles qu'on appellera catégorie supérieure, catégorie moyenne et catégorie populaire. On interroge 1 million de fils et on obtient la table de mobilité suivante. Si on fait une phrase avec les données chiffrées de la première ligne, cela donne sur 200 000 fils d'origine supérieure, 80 000 sont dans les catégories supérieures, 100 000 sont dans les catégories moyennes et 20 000 dans les catégories populaires. Il n'est pas possible de comparer directement la destinée des fils de catégorie supérieure et des fils de catégorie populaire car les effectifs ne sont pas les mêmes. On va donc raisonner en proportions. La table de destinée représente les proportions en ligne calculées à partir de la table de mobilité. Comment a-t-on obtenu les données de cette table de destinée? Prenons la première ligne par exemple. Pour obtenir 40%, on a fait 80 divisé par 200 fois 100. Pour obtenir 50%, on a fait 100 divisé par 200 fois 100. Enfin, pour obtenir 10%, on a fait 20 divisé par 200 fois 100. Et on a appliqué la même procédure aux autres lignes. La destinée est-elle indépendante de l'origine sociale? C'est la question qu'on peut se poser et à laquelle on peut répondre grâce à la table de destinée. On peut alors affirmer que la destinée dépend de l'origine sociale. Par exemple, 12,5% des fils des catégories populaires sont entrés dans les catégories supérieures. Si la destinée était indépendante de l'origine sociale, il devrait être 25%. 25% apparaît sur la ligne ensemble. Reprenons notre tableau de départ. Faisons une phrase avec les données chiffrées de la première colonne.
Sur 250 000 enquêtés des catégories supérieures, 80 000 sont originaires des catégories supérieures, 120 000 des catégories moyennes et 50 000 des catégories populaires. Selon le même principe, une table de recrutement représente les proportions en colonnes calculées à partir de la table de mobilité. Comment a-t-on obtenu les données chiffrées de cette table de mobilité? Prenons la première colonne par exemple. Pour obtenir 32%, on a fait 80 divisé par 250 fois 100. Pour obtenir 48%, on a fait 120 divisé par 250 fois 100. Enfin, pour obtenir 20%, on a fait 50 divisé par 250 fois 100. Et le même raisonnement a été appliqué pour les autres colonnes. Le recrutement est-il indépendant de l'origine sociale? Le recrutement dépend de l'origine sociale. Par exemple, 20% des enquêtés de catégorie supérieure sont d'origine populaire. Si le recrutement était indépendant de l'origine sociale, il devrait être 40%. On voit 40% sur la colonne ensemble. À partir de la table de mobilité, on peut calculer la mobilité observée, appelée aussi taux de mobilité. La mobilité observée représente la proportion d'individus en mobilité sociale. La formule à appliquer est la suivante. Effectif qui ne se trouve pas sur la diagonale, divisé par effectif total fois 100. On peut alors calculer le taux de mobilité de la société fictive de notre exemple. Ce qui donne 1000 moins 80 moins 200, le tout fois 100 divisé par 1000. Ce qui fait 52%. Donc 52% des individus sont mobiles dans cette société fictive. On peut également mesurer la fluidité sociale. La fluidité sociale correspond aux chances respectives des membres de différents groupes sociaux d'atteindre telle ou telle position sociale. On calcule alors des odds ratios, c'est-à-dire le rapport de chances relatives. Par exemple, si sur 100 fils de cadre, 80 deviennent cadres et 20 employés, alors que pour 100 fils d'employés, 75 deviennent employés et 25 cadres, pour calculer les odds ratios, on fait 80 divisé par 20 divisé par 25 divisé par 75, ce qui fait 12. On dira donc que les chances de devenir cadre plutôt qu'employé sont 12 fois plus élevées pour les fils de cadre que pour les fils d'employés. Si ce rapport baisse, la fluidité sociale sera considérée comme plus importante. Nous avons pris un exemple d'une société fictive. Intéressons-nous maintenant à la société française réelle. Voici la table de mobilité issue d'une enquête de l'INSEE de 2015. Que signifient les données soulignées? Selon l'INSEE, en 2015, 6 912 070 hommes âgés de 40 à 59 ans ont un emploi ou sont anciens actifs occupés. Parmi eux, 2 169 630 sont ouvriers. 1 231 395 ouvriers ont un père qui était lui aussi ouvrier. 96 984 ouvriers ont un père qui était cadre et profession intellectuelle supérieure. Et enfin, 63 283 artisans, commerçants et chefs d'entreprise ont un père qui était agriculteur. On peut calculer à partir de cette table de mobilité le taux de mobilité. Je vous rappelle qu'on doit d'abord calculer les effectifs qui ne se trouvent pas sur la diagonale. On doit faire 6 912 070, ce qui est l'effectif total, moins 196 789, moins 211 923, moins 448 411, moins 297 277, moins 101 472, moins 1 231 395. Ensuite, je divise cela par l'effectif total.
soit 6 912 070. Et je multiplie le tout par 100, ce qui me donne 64,2%. Autrement dit, 64,2% des individus sont mobiles. À partir de cette table de mobilité, on peut construire, tout comme pour notre société fictive, une table de destinée. Donc voilà la table de destinée. On peut faire une phrase avec chacune des données soulignées. Selon l'INSEE, en 2015, 32,5% des fils d'agriculteurs sont devenus ouvriers. 48,2% des fils de cadres et professions intellectuelles supérieures sont devenus, eux aussi, cadres et professions intellectuelles supérieures. Et enfin, 8% des fils d'employés sont devenus artisans, commerçants et chefs d'entreprise. La destinée est-elle indépendante de l'origine sociale? La destinée dépend de l'origine sociale. Par exemple, 10,9% des fils d'ouvriers sont devenus cadres ou professions intellectuelles supérieures. Si la destinée était indépendante de l'origine sociale, il devrait être 21,4%. On peut aussi calculer l'odds ratio ouvrier-cadre. Sur 100 fils de cadre, 48,2 deviennent cadres et 10,4 ouvriers. Alors que pour 100 fils d'ouvriers, 45,9 deviennent ouvriers et 10,9 cadres. Pour calculer les odds ratios, on fait donc 48,2 divisé par 10,4 divisé par 10,9 divisé par 45,9, ce qui donne environ 19,5. Autrement dit, un fils d'ouvrier a 19,5 fois plus de chances de devenir ouvrier qu'un fils de cadre. À partir de cette table de mobilité, on peut aussi construire une table de recrutement. Donc voici la table de recrutement. Faisons une phrase avec chacune des données soulignées. Selon l'INSEE, en 2015, 84,1% des agriculteurs sont eux-mêmes fils d'agriculteurs. 12,5% des artisans, commerçants et chefs d'entreprise sont fils de cadres et professions intellectuelles supérieures. Et enfin, 42,9% des employés sont fils d'ouvriers. Le recrutement est-il indépendant de l'origine sociale? Le recrutement dépend de l'origine sociale. Par exemple, 19,9% des cadres sont d'origine ouvrière. Si le recrutement était indépendant de l'origine sociale, il devrait être 38,8%. Si on résume, les tables de mobilité sont des tableaux issus de données de l'INSEE. L'enquête de l'INSEE permet d'interroger un échantillon de fils de 40 à 59 ans, actifs ou anciens actifs. Pourquoi 40 ans? Parce qu'à partir de 40 ans, la mobilité intragénérationnelle est plus faible. L'intérêt de ces tables de mobilité est de permettre de mesurer la mobilité intergénérationnelle et de présenter les résultats de manière synthétique grâce à un tableau à double entrée. Un tableau, on l'a vu, qui croise les positions sociales, donc les PCS des enfants, et les origines sociales, donc les PCS des parents. Cependant, on peut trouver des limites à ces tables de mobilité. Deux critiques peuvent être formulées concernant les critères utilisés pour mesurer la mobilité sociale. Premièrement, il y a le problème du découpage des catégories sociales. En effet, plus on découpe la société en catégories sociales, plus la mobilité est forte. Par exemple, un ouvrier qualifié, fils d'ouvrier non qualifié, sera considéré comme immobile si la distinction entre les ouvriers qualifiés et les ouvriers non qualifiés n'est pas opérée. Deuxièmement, l'hypothèse qu'à partir de 40 ans, il n'y a plus de mobilité intragénérationnelle est très contestable. De plus, on peut aussi émettre deux critiques concernant l'interprétation des résultats. Il est d'abord difficile de hiérarchiser certaines positions sociales. Par exemple, un fils d'ouvrier qui devient employé est considéré par l'INSEE comme de la mobilité sociale ascendante. Mais est-ce vraiment le cas? En outre,
l'évolution du prestige social lié à certains métiers n'est pas prise en compte par les tables de mobilité. Certains métiers sont dévalorisés ou valorisés au contraire dans le temps. Par exemple, un fils d'instituteur qui devient lui-même instituteur sera comptabilisé comme de la reproduction sociale. Mais compte tenu du fait que le métier de professeur des écoles a connu une certaine dévalorisation, il s'agirait davantage de mobilité sociale descendante. Enfin, une critique de poids se situe dans l'absence de prise en compte des femmes. C'est une sorte de sexisme intellectuel qui fait que les femmes ne sont pas prises en compte dans les tables de mobilité. Seuls les fils par rapport à leur père sont concernés. Cela repose sur deux pétitions de principe, c'est-à-dire des hypothèses non justifiées des tables de mobilité. D'une part, dans les tables de mobilité, la position dans la structure sociale est celle d'une famille et non celle d'un individu. D'autre part, cette position familiale est déterminée par celle du mari. L'évolution sociale conforte cette critique. Les femmes participent désormais massivement au marché du travail. Il existe désormais une différence de revenus entre les couples où les deux personnes travaillent et ceux où seul l'homme travaille. Face à cette critique de sexisme intellectuel adressée aux tables de mobilité, les partisans de l'approche classique de la mobilité ont riposté. Ils ont tenté de justifier le premier postulat en disant que la participation des femmes au marché du travail serait un choix réalisé au niveau du couple. Un choix non de l'individu mais de la famille, effectué selon la position professionnelle du mari. Ils ont aussi essayé de justifier le second postulat. La personne de référence dans un ménage est celle qui a le statut social le plus élevé. Or, nous disent les partisans de l'approche classique de la mobilité, c'est souvent l'homme qui a le statut le plus élevé. Les cas d'hypergamie, c'est-à-dire les couples où le statut de la femme est supérieur à celui de l'homme, sont rares. Quoi qu'il en soit, dans les nouvelles enquêtes et données, la mobilité sociale des femmes est désormais prise en compte par l'INSEE. Dans la suite de ce chapitre, nous allons nous intéresser aux déterminants de la mobilité et de la reproduction sociale. Nous allons répondre à la question « Comment expliquer la mobilité et la reproduction sociale ?» Premièrement, la mobilité sociale dépend en partie de l'évolution de la structure socio-professionnelle. Plusieurs tendances sont observées. Le déclin de l'agriculture depuis plusieurs décennies, la diminution du nombre d'ouvriers depuis le milieu des années 70. Inversement, la part des cadres et des professions intermédiaires a augmenté du fait de la tertiarisation de l'économie. La conséquence de ces évolutions est qu'une partie des cadres et professions intermédiaires doit nécessairement se recruter hors des fils de cadres ou de professions intermédiaires. De même, les fils d'ouvriers et d'agriculteurs accèdent aux catégories supérieures du salariat, non pas en raison d'une réelle évolution de l'égalité des chances, mais en raison de l'évolution de la structure socio-professionnelle. Celle-ci engendre mécaniquement une mobilité sociale ascendante pour les enfants des classes populaires. L'évolution de la structure socio-professionnelle expliquerait 40% de la mobilité sociale. Le deuxième déterminant de la mobilité sociale est le rôle de l'école. Des inégalités scolaires existent. Elles apparaissent très tôt. Dès l'école primaire, on remarque des écarts dans la maîtrise du français et des mathématiques. Selon les données de l'éducation nationale, en CE2, les élèves originaires des classes populaires obtiennent en moyenne 58 sur 100 en français et 57 sur 100 en mathématiques, alors que les élèves des classes dominantes obtiennent en moyenne 87 sur 100 en français et 85 sur 100 en mathématiques. Au collège, toujours selon les données de l'éducation nationale, on voit que le redoublement est socialement déterminé. En troisième, 5% des élèves de catégories très favorisées ont redoublé au moins une fois, contre 21% des élèves de catégories défavorisées. Au lycée, les inégalités scolaires se poursuivent. 90% des enfants de cadres obtiennent leur baccalauréat, contre 45% des enfants d'ouvriers. Enfin, dans l'enseignement supérieur, 34% des étudiants à l'université
sont enfants de cadres, contre moins de 12% d'enfants d'ouvriers. Dans les classes préparatoires aux grandes écoles, les inégalités sont encore plus fortes. 52% des élèves de classes préparatoires sont enfants de cadres, contre 7% d'enfants d'ouvriers. Dans Les Héritiers, livre de 1964, Pierre Bourdieu analyse ces inégalités scolaires. Le capital culturel explique les inégalités de réussite scolaire. Les héritiers, c'est-à-dire ceux dont les parents ont un capital culturel important, autrement dit les enfants des classes dominantes, partent avec un avantage dans le système scolaire. Au contraire, les enfants des classes populaires vivent leur scolarité comme un parcours d'obstacles. Les héritiers se sentent comme des poissons dans l'eau à l'école. Et cela est en grande partie dû à l'institution scolaire elle-même qui contribue à la reproduction des inégalités. Ainsi, les références implicites des professeurs renvoient à la culture des héritiers et défavorisent par là même les enfants des classes populaires. En littérature, par exemple, les enseignants ont des présupposés sur les connaissances de leurs élèves. Les classiques comme l'Assommoir, le Malade imaginaire, etc. apparaissent comme des évidences pour les profs. Évidence pour les héritiers, mais pas pour les enfants des classes populaires. Autre exemple, l'institution scolaire reproche souvent à certains élèves, notamment ceux des classes populaires, d'être trop scolaires, ce qui est paradoxal. Mais ce qui montre bien que ce qui est transmis scolairement ne suffit pas à la réussite scolaire. L'aisance linguistique est par exemple valorisée et récompensée à l'école, alors même qu'elle n'est pas acquise à l'école mais transmise par la famille, par l'intermédiaire de l'habitus. Donc les enfants des classes populaires subissent à l'école une violence symbolique, selon Bourdieu. Autre analyse des inégalités scolaires, celle de Raymond Boudon. Premier constat, dès l'école primaire, il existe des inégalités scolaires. Le niveau de l'élève varie en fonction de son milieu social. Mais Boudon souligne également qu'à réussite scolaire semblable, les choix d'orientation diffèrent. Un élève moyen enfant de cadre poursuivra davantage ses études secondaires et supérieures qu'un élève moyen enfant d'ouvrier. Supposons des élèves de deux catégories, populaires et supérieures, qui passent par 4 paliers d'orientation, 3e, seconde, terminale, licence. Avec à chaque fois la possibilité soit de continuer les études, soit de les arrêter, ou soit de s'orienter vers une filière plus courte. Disons que les élèves de milieu populaire ont 70% de chances de continuer à chaque palier, et les élèves de milieu supérieur 80%. Combien d'élèves d'origine populaire parviennent jusqu'au master? Et combien d'élèves d'origine supérieure? Pour les élèves d'origine populaire, un petit calcul est nécessaire. Il faut faire 0,7 fois 0,7 fois 0,7 fois 0,7. Autrement dit 0,7 puissance 4. Ce qui fait 24%. 24% des élèves d'origine populaire parviennent au master. Contre 0,8 puissance 4 pour les élèves d'origine supérieure. Ce qui fait 41%. 41% des élèves d'origine supérieure parviennent au master. Pour finir notre chapitre, nous allons nous intéresser à la thématique du déclassement. Les perspectives de mobilité sociale dans le temps se sont dégradées. On a une diminution du ratio ascendant sur descendant. En 1993, les ascendants étaient 3,1 fois plus nombreux que les descendants. En 2015, les ascendants étaient 1,8 fois plus nombreux que les descendants. La part des individus en mobilité descendante augmente, de plus 3 points environ. Autrement dit, la mobilité descendante est plus fréquente pour les plus jeunes générations, que la génération du baby-boom par exemple. 3 formes de déclassement sont habituellement distinguées. Premièrement, le déclassement intergénérationnel signifie qu'un individu occupe une position sociale inférieure à celle de ses parents. Par exemple, un enfant de cadre qui devient ouvrier. Deuxièmement, on a le déclassement des diplômés, c'est-à-dire occuper une position sociale inférieure à celle que ces diplômes pourraient permettre de prétendre. Par exemple, une caissière avec un bac+5. Enfin, le déclassement intragénérationnel implique la dégradation de la position sociale d'un individu. Par exemple, un cadre qui perd son emploi et devient employé.
Le déclassement tire son origine de la dégradation du marché du travail depuis le milieu des années 1970. Aujourd'hui, le chômage de masse est persistant. L'emploi s'est aussi précarisé. Les contrats à durée déterminée se sont développés. On a la montée de l'intérim, des emplois aidés, du temps partiel subi. Et le phénomène des travailleurs pauvres s'est répandu. En plus du déclassement lui-même, une peur du déclassement s'est développée dans la société française. Les sondages d'opinion révèlent que les Français, mais également les Européens, sont très majoritairement convaincus que leurs enfants ne pourront vivre aussi bien qu'eux. Le paradoxe d'Anderson conforte en partie cette peur du déclassement. Selon Charles Arnold Anderson, l'obtention d'un diplôme plus élevé que celui de ses parents n'assure pas une position sociale plus élevée. Comment expliquer cela ? La distribution de la population en fonction du niveau scolaire atteint, c'est-à-dire la structure éducationnelle, et la distribution de la population en fonction des strates socio-professionnelles, c'est-à-dire la structure sociale, n'évolue pas au même rythme. La première évolue plus vite que la seconde, ce qui explique le paradoxe. Le phénomène de massification dans le système scolaire provoque une augmentation importante du nombre de diplômés par rapport au nombre de postes qualifiés, et donc une dévalorisation du diplôme due à leur inflation. Et voilà, nous avons fini ce chapitre consacré à la mobilité sociale.